Je suis évidemment très heureux de revenir donc, pour cette 50e conférence. La première fois, je vais parler donc, de mes recherches en fait, sur la parenté. Je me suis dit évidemment que pour cette 50e, dans un cadre un peu particulier, ce serait approprié en fait, de faire une conférence qui serait évidemment, voilà, s'il y a bien un lieu commun en quelque sorte sur un campus universitaire, c'est la bibliothèque. Et donc justement, faire une conférence autour de ce lien entre recherche et bibliothèque, de rendre hommage au travail donc, des bibliothécaires. Alors évidemment, en tant qu'helléniste, à ce moment-là, évidemment, le sujet s'imposait d'emblée. Le sujet, c'était bien sûr la bibliothèque d'Alexandrie. Voir en quelque sorte comment tout cela a commencé, pour autant qu'on puisse évidemment développer des analyses à ce sujet. Dans notre imaginaire historique, parce qu'évidemment cette bibliothèque avant tout, je dirais, elle a un rôle, c'est la plus célèbre bibliothèque, mais justement il y a une dimension imaginaire qui est très forte. Dans notre imaginaire historique, on peut dire que cette bibliothèque d'Alexandrie est associée en fait à l'idée que la culture grecque aurait accordé une très grande importance aux livres, bien sûr au savoir, à la littérature, et que bien sûr cette ambition en plus était universelle. C'est que justement dans la bibliothèque d'Alexandrie, le projet était de réunir en fait tous les savoirs du monde. Et puis cela dit, lorsque en fait on me parle de la bibliothèque d'Alexandrie, généralement en fait c'est pour me parler de sa destruction. C'est-à-dire qu'en fait dans notre imaginaire également, cette bibliothèque d'Alexandrie est associée à la fragilité, la vulnérabilité de la culture, l'idée que toute culture est mortelle, vous savez bien, et bien sûr aussi à la rupture entre l'Antiquité et notre modernité. Alors qu'en est-il réellement en fait justement de la bibliothèque d'Alexandrie? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelle est la documentation qui existe? Le problème majeur, c'est qu'en vérité, nous n'avons que des bribes d'informations, nous n'avons que, je dirais, des informations très fragmentaires, très limitées. Et voici ce que pouvait remarquer en fait, l'un de nos collègues dans l'une des dernières synthèses consacrée à la bibliothèque d'Alexandrie en 2010, Yatsuhashi. Voilà ce qu'il écrit. Nous ne pouvons déterminer avec certitude à quelle date et par qui la bibliothèque a été fondée, combien d'ouvrages elle abritait, dans quelle langue ces ouvrages étaient écrits et qui pouvait véritablement les consulter, son architecture et la manière dont les ouvrages étaient conservés, là où les dates de sa destruction. Donc vous voyez que les problèmes sont très nombreux, en fait les incertitudes sont très nombreuses, et vous comprenez bien que voilà, cette reconstitution qui vous était proposée en fait sur la première diapositive, évidemment c'est une pure hypothèse, à partir de quelques sources, mais en vérité nous n'avons aucune certitude sur la manière dont se présentait cette bibliothèque. Alors cela dit, en historien, dans le cadre d'un travail historique, travailler sur la bibliothèque d'Alexandrie, c'est travailler bien sûr sur l'histoire des savoirs, travailler sur l'histoire de nos sources, comment est-ce que nos sources ont été transmises, c'est étudier un lieu où s'effectuait une recherche, et c'est étudier un lieu de partage, un lieu d'échange entre chercheurs, c'est étudier une communauté de savants, qui ont joué un rôle très important précisément dans la transmission des sources anciennes. Alors ce sont ces points que je vais évoquer. Dans une première partie, j'évoquerai le projet de la bibliothèque, rassembler tous les savoirs du monde. Dans une deuxième partie, présenter justement ce nouveau rapport à l'écrit et au savoir qui s'est développé dans le cadre de cette bibliothèque. Et puis dans une troisième partie, mais en fait c'est la partie qui moi m'intéresse le moins, c'est la destruction en fait de la bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut en dire et comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Qu'est-ce qu'il faut relever de ce point de vue? Alors, rassembler tous les savoirs du monde. Évidemment, cette histoire, elle commence avec l'épopée d'Alexandre, la conquête par l'Empire perse, la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand, entre 334 et 324. En 332, il fait la conquête de l'Égypte, et en 331, il fonde la cité d'Alexandrie. Après sa mort, bien sûr, cet empire est disputé entre ses successeurs, ce que l'on appelle les diadoques, et c'est finalement l'un de ses généraux, Ptolémée, qui va s'imposer en fait dans l'une des parties de cet empire, l'Égypte. Et vous voyez qu'en fait que l'empire qui va être construit à la suite d'Alexandre au IIIe siècle à partir de l'Égypte, ce qu'on appelle l'empire ptolémaïque, est un empire évidemment centré sur l'Égypte, mais qui en même temps est un empire maritime qui contrôle en fait toute la Méditerranée orientale. Et c'est, on peut dire en vérité, au IIIe siècle, la principale puissance politique, militaire, économique de la région.
donc avec à sa tête donc, la dynastie des Lagides, des descendants de Lagos, et avec donc comme premier souverain Ptolémée Ier Sotère, sauveur, qui prend donc le titre de roi donc, en 306-305, comme les autres diadoques, et qui va donc en fait avoir une puissance reposant justement sur vraiment la richesse économique de l'Égypte, qui est l'un des principaux en fait réservoirs de blé, de céréales en fait pour l'époque, et donc une des principales puissances économiques. Dès le départ, en fait, ces souverains veulent faire d'Alexandrie la capitale en vérité, donc la nouvelle capitale de ce nouveau monde qui a été créé donc par les conquêtes d'Alexandre. Et voilà ce qu'écrit donc Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique. Alors, revenons justement, profitons-en sur ce terme bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un endroit donc, où on range des livres, où on classe des livres, et en fait, donc, ça a pris le sens également donc, de rassemblement d'ouvrages, donc de synthèse, donc là, ici, une synthèse historique. Dès sa fondation, Alexandre ordonna aussi d'édifier un palais. Ce grand et puissant ouvrage est lui aussi une merveille. Après Alexandre, presque tous les rois d'Égypte, jusqu'à notre époque, ont augmenté le palais d'édifices somptueux. Bref, la ville prit par la suite une telle extension que beaucoup la comptent comme la première du monde. De fait, par sa beauté, ses dimensions, l'abondance des revenus publics et tout ce qui a trait au plaisir de l'existence, elle l'emporte de loin sur les autres. Le nombre de ses habitants dépasse également de beaucoup celui des autres villes. Alors, voilà encore une reconstitution qui est purement hypothétique en fait de ce que pouvait être donc cette ville d'Alexandrie, mais il est clair qu'effectivement Alexandrie donc, accueillait un très grand nombre d'édifices qui étaient très célèbres dans l'Antiquité, d'édifices majestueux, donc de très nombreux palais avec un quartier royal donc, qui était situé donc, près du port, des temples, des théâtres, des gymnases, des constructions prestigieuses donc, telles que le phare d'Alexandrie donc, sur l'île de Pharos. N'oublions pas quelque chose qui avait un rôle très très important dans la symbolique de l'époque, dans la politique de l'époque, c'est là que reposait le corps d'Alexandre. Donc c'est là qu'il y avait le tombeau d'Alexandre le Grand également, donc voilà, qui en faisait un peu en quelque sorte encore une fois le centre évidemment donc, du monde grec. Et puis donc parmi donc, les constructions, donc bien sûr donc la bibliothèque. Vous voyez bien donc que cette bibliothèque en fait elle s'intégrait dans un programme politique, un programme urbanistique, un programme architectural qui était en fait très ambitieux. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur les origines en fait donc de cette bibliothèque, sur sa fondation? Donc elle était à l'initiative donc de Ptolémée Ier. Et ce qu'on nous dit donc c'est que Ptolémée donc aurait confié donc à un Athénien, Démétrios de Phalère, dans les années 290-280, donc ce projet, cette mission, donc de fonder à la fois un mousséion et une bibliothèque. Donc un mousséion, c'est-à-dire un sanctuaire des muses, un sanctuaire où on vénérait les muses, et puis donc à l'intérieur de Mousséion, donc une bibliothèque. Donc avec le projet d'y accueillir donc des savants venus du monde entier, de l'oïkoumène, et donc des livres également venus de toutes les régions du monde. Alors Démétrios de Phalère, c'est très très intéressant, parce que ce n'est pas n'importe qui, donc c'est un Athénien, c'est un élève d'Aristote, donc il a fréquenté le lycée, et c'est quelqu'un qui en fait, de 317 à 307, a été le gouverneur d'Athènes, en tant que représentant des Macédoniens. C'est-à-dire qu'en fait, après la chute de la démocratie, une fois que les Macédoniens ont pris le contrôle d'Athènes, c'est Démétrios de Phalère qui a en fait été le gouverneur d'Athènes pour le compte des Macédoniens. Et là, on voit très bien, et on va le voir en fait à plusieurs reprises, le lien très étroit, bien sûr, entre les savants depuis plusieurs générations, entre les savants et le pouvoir macédonien, entre les savants et les élites macédoniennes, et en particulier, bien sûr, vous le savez tous, entre Aristote et les Macédoniens, Aristote qui était lui-même le fils d'un médecin donc, du pouvoir royal macédonien, qui lui-même, Aristote, a été donc, le précepteur d'Alexandre, donc en fait a fait partie des maîtres d'Alexandre, et en fait, bien sûr, il y a toujours eu des liens étroits entre le lycée et le pouvoir macédonien. Alors, quels sont les modèles qui ont inspiré Ptolémée dans cette fondation de la bibliothèque? Le premier modèle, bien sûr, c'est le modèle athénien. Le modèle athénien, l'importance des livres à Athènes. Aujourd'hui, en fait, concrètement, si on fait un peu donc, une synthèse, un bilan, 50% des auteurs de l'époque classique dont les œuvres sont conservées aujourd'hui, donc peuvent être lues aujourd'hui, sont des œuvres qui ont été écrites par donc, des Athéniens, et 70% donc, ont été écrites par des hommes qui donc, soit sont nés à Athènes, soit ont vécu à Athènes. Comment est-ce que c'est possible? Évidemment, vous comprenez bien que des livres ont été écrits dans le monde grec, dans l'ensemble du monde grec. Il y en a eu qui ont été écrits, certains livres ont été écrits en Sicile, en Grande Grèce, en Ionie, etc., etc.
Simplement, en fait, là, c'est une question de transmission. La très grande majorité des livres qui nous sont parvenus, en fait, ils proviennent d'Athènes parce que Athènes était la capitale culturelle du monde grec à l'époque classique. C'est là que sont concentrés en vérité donc, justement les plus grands penseurs, les plus grands chercheurs, les plus grands auteurs, etc. etc. Et Athènes a joué un rôle très très important en fait justement dans la transmission et dans, je dirais, donc l'édification de ce que c'est que en fait l'hellénité, la culture grecque. En quelque sorte, les œuvres athéniennes sont devenues les œuvres de référence. Alors, c'est à Athènes qu'on trouve les premières attestations du commerce des livres, donc les premiers libraires, si vous voulez, en quelque sorte. C'est à Athènes qu'on trouve les premières bibliothèques privées. Par exemple, Euripide est réputé pour avoir eu une très grande bibliothèque, mais la plus grande bibliothèque en fait, de l'époque classique, telle qu'elle nous est présentée dans nos sources, c'est la bibliothèque du lycée. C'est la bibliothèque d'Aristote, que celle qu'Aristote donc, a mise en place donc, dans le cadre du lycée, donc dans les années 330-320. C'est ce que nous dit Strabon. Aristote est le premier à notre connaissance à avoir réuni une collection de livres. Alors, ce n'est pas le premier, mais en tout cas, c'était la collection la plus importante. Et à avoir appris au roi d'Égypte la manière d'organiser une bibliothèque. Vous voyez donc en fait la filiation, comment en fait cette bibliothèque s'inscrit dans la continuité en quelque sorte du projet donc encyclopédique d'Aristote à Athènes. Bon. Alors, cela dit, il y a un deuxième modèle qu'on oublie très souvent, sur lequel on n'insiste pas suffisamment, parce que c'est quand même un modèle qui est également très très important évidemment pour les diatoques, c'est le modèle oriental. C'est-à-dire qu'en fait, ces souverains orientaux justement, gréco-macédoniens, ils s'inscrivent de la continuité très directe en fait des souverains perses, ou des souverains donc égyptiens, babyloniens, etc., etc. Dans tous les palais en fait donc orientaux, en fait, vous aviez des bibliothèques. Et on peut prendre l'exemple de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Donc là, nous sommes en Assyrie. Donc le palais de Ninive a été donc fouillé. Et là, vous aviez donc une bibliothèque avec environ 20 000 tablettes qui ont été découvertes, avec des textes religieux, des sources divinatoires, des épopées, telles que la très célèbre épopée de Gilgamesh, etc., etc. Donc, il y avait des bibliothèques, bien sûr, dans les palais royaux orientaux, et même aussi, il y avait aussi des bibliothèques dans les sanctuaires. Et on sait par exemple qu'en Égypte, tous les sanctuaires en fait, étaient accompagnés en fait, de bibliothèques. Alors, cette ambition justement en fait, donc, de Ptolémée, elle s'inscrit également dans cette continuité avec justement donc, la volonté précisément de traduire les ouvrages justement orientaux qui existaient donc, à l'époque. Alors, de manière intéressante, aucune de ces traductions en fait, n'est parvenue jusqu'à nous. En fait, tous ces ouvrages ont été perdus, tout ce qui a été traduit en grec, sauf une exception, qui montre bien qu'effectivement, au IIIe siècle, à Alexandrie, il y a eu ce projet, en fait, donc ces opérations de traduction. Cette expression, pour le coup, là, tout le monde la connaît également, c'est la traduction donc, du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, selon la tradition donc, par 72 sages juifs, donc, qui auraient traduit en grec donc, les 5 premiers livres, donc la Torah. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc, la Septante. Donc, la Septante, donc, cette tradition grecque donc, des livres juifs. Alors là, évidemment, on est aussi dans la continuité du projet d'Alexandre, qui est un projet de fusion des peuples, donc véritablement de créer une sorte de métissage, de symbiose entre le monde grec et le monde oriental. N'oublions pas qu'à l'époque aussi, les Grecs ne cessent de répéter qu'une grande partie de leur savoir, bien sûr, ils le doivent aux orientaux. Ils sont tout à fait conscients de l'importance de l'héritage oriental. Alors cette filiation orientale, elle s'observe également lorsqu'on constate que dans le Moussaïon, dans ce sanctuaire des Muses, il y avait aussi donc un observatoire astronomique, ce qu'on trouve également en relation avec les palais orientaux. Il y avait aussi un jardin botanique et il y avait également en fait une réserve animalière. Tout cela, là aussi, c'est quelque chose qui est très connu donc, en Orient. C'est ce qu'on appelle chez les Perses le paradaïda. Le paradaïda qui a donné en grec le paradaïsos, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire qu'en fait, les souverains perses donc, avaient donc, justement là aussi pour projet de rassembler dans ce qu'on appelle donc, le paradaïda l'ensemble des animaux qui étaient connus dans le monde, l'ensemble des plantes qui étaient connues dans le monde, etc. etc. C'est cette volonté de collectionner le monde. Et c'est tout à fait ce qu'est la bibliothèque, la volonté de collectionner les livres, collectionner le monde. Collectionner le monde, ça veut dire que l'on est maître du monde. Justement, c'est la marque de la puissance à montrer que l'on domine justement donc ce monde, le collectionner.
Vous savez que par exemple à Persépolis, en fait, lors de la construction, on avait fait venir en fait, des matériaux de l'ensemble de l'Empire. Encore une fois, c'est cette idée de collection, de rassemblement en un centre en fait, de toute la puissance de l'Empire. Alors voilà, donc ce projet donc, de la bibliothèque, il correspond à un double projet, savant et politique. À la fois, bien sûr, c'est une bibliothèque qui est au service du roi, c'est une bibliothèque royale. Et d'ailleurs, on sait que les premiers ouvrages, enfin on sait, parmi les anecdotes qui nous sont rapportées, on nous dit que les premiers ouvrages qui ont été commandés ont été des ouvrages d'administration, justement pour apprendre en quelque sorte à administrer donc, le royaume. Il s'agit de montrer sa puissance et donc sa capacité donc, justement à faire venir les richesses du monde et donc également les savants du monde entier. Et puis donc il s'agit également de développer tout un ensemble de savoirs qui vont permettre au roi de bien gouverner. D'où par exemple l'importance de la géographie donc, au sein donc, de la bibliothèque. Alors comment est-ce que cette bibliothèque ou ce Mouseion a été organisé? Voilà en tout cas l'un des seuls textes. Là je vais vous montrer simplement 5-6 textes. En fait ce sont les textes que l'on connaît, que l'on a sur la bibliothèque d'Alexandrie. On n'a pratiquement pas autre chose. Voilà ce que nous dit Strabon. Alors Strabon c'est intéressant parce que lui c'est un contemporain d'Auguste. Donc on est théoriquement après la destruction de l'incendie de la bibliothèque. Mais vous voyez qu'il utilise à la fois le passé et le présent. C'est-à-dire que la bibliothèque, en fait, on le sait très bien, continue à exister à l'époque de Strabon. À Alexandrie, donc, une suite de palais s'étendait autour du port, et quoique distinct, donc appartenait également aux bâtiments royaux, le Mouseion, avec son ensemble de portiques, son exèdre et la vaste demeure dans laquelle les membres de son sanctuaire des Muses, ces amoureux des lettres, Philologon Andron, mangeaient ensemble, la pratique du Sycition. On sait que cette association, donc synodos, gérait ses biens en commun et qu'un prêtre, autrefois nommé par le roi, désormais par l'empereur, nous sommes à l'époque de l'Empire romain, donc l'empereur romain en était à sa tête. Donc à la tête du Mouseion, donc de la bibliothèque en quelque sorte aussi, un prêtre. Bon, tout cela, encore une fois, il ne faut pas s'en étonner. Toute association, en fait, dans le monde grec, est une association religieuse. En fait, a une connotation, une dimension religieuse. Et donc, au départ, cette bibliothèque, elle s'inscrit dans un sanctuaire. C'est-à-dire qu'en fait, cela va être géré comme un sanctuaire, avec des biens propres, avec une organisation, des règlements qui sont propres au sanctuaire. Et vous avez donc à sa tête un prêtre, de la même manière qu'une famille, dans le monde grec, c'est une association, qui est aussi une association religieuse, avec à sa tête donc un chef de famille qui est prêtre en sa famille. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va être responsable, avant tout, des sacrifices qui vont être fait donc, dans le cadre de cette association religieuse, dans le cadre de sanctuaire. Donc sanctuaire des Muses, donc en l'honneur des Muses, donc en l'honneur évidemment de tout ce qui est lié au savoir. Donc en tant qu'association religieuse, il y a des règles de vie communes, on mange ensemble, on sacrifie ensemble, il y a des fêtes religieuses, il y a par exemple aussi des concours de poésie qui sont organisés dans le cadre donc, de ce Mouseion, donc également donc, en relation avec les bibliothèques. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de partage avec des membres. Alors combien était-il? On ne sait pas, peut-être une vingtaine, on ne sait pas, pas du tout, qui travaillaient là et qui étaient exemptés de taxes par le roi, qui étaient rémunérés par le roi et qui en contrepartie donc, devaient travailler dans la bibliothèque et qui devaient également servir de pédagogues pour les enfants royaux. Donc c'est à la fois un lieu de recherche et un lieu d'enseignement en fait pour donc, le roi, donc au service du roi. Est-ce que c'était un endroit en fait calme? Est-ce que c'était, vous voyez, on parle d'association religieuse. Est-ce que c'était donc vraiment, il ne faut pas imaginer évidemment un monastère. On était complètement intégré évidemment dans la vie quotidienne. Et voilà comment un philosophe du IIIe siècle décrit en quelque sorte la bibliothèque. Dans la populeuse Égypte, de nombreux scribouilleurs bien nourris grattent le papyrus tout en bavardant sans arrêt dans la cage des muses. Voilà comment est-ce qu'il décrit donc la bibliothèque. C'est la volière donc des muses qui n'arrêtent pas de bavasser, de bavarder dans cette bibliothèque. Alors, évidemment, il faut dire un mot de ceux qui ont travaillé dans cette bibliothèque, et là j'ai retenu donc quelques noms qui sont des noms en fait évidemment pour les hellénistes très célèbres, donc de savants du IIIe et du IIe siècle. Alors on ne sait pas si Démétrios de Phalère a été bibliothécaire, responsable en chef de la bibliothèque, mais en tout cas ensuite vous avez tout un ensemble de noms de savants qui ont fréquenté au moins la bibliothèque. Tous ceux qui sont en gras sur la diapositive, en fait, ce sont ceux qui sont connus pour avoir été bibliothécaires, c'est-à-dire en fait pour avoir été à la tête de la bibliothèque. Donc vous avez Zénodote d'Éphèse, Callimaque de Cyrène, Apollonios de Rhodes. Donc là vous avez affaire Callimaque et Apollonios, ceux qui comptent parmi les principaux poètes grecs en fait du IIIe siècle. Alors Archimède de Syracuse, inutile de le présenter. Alors a priori, lui en fait ses liens avec la bibliothèque sont plus ou moins
fiable. On pense qu'il a fréquenté la bibliothèque, en tout cas il a eu une correspondance importante avec les bibliothécaires. Ensuite, Hérophile de Chalcédoine, Érasistrate de Chéos. Là, on a affaire à deux médecins qui ont révolutionné en quelque sorte la médecine hellénistique. Ensuite, Aristonymos est un auteur de comédie. Puis après, Ératosthène de Cyrène, Timocharis, Aristios, Aristarque de Samos, Hipparque, Apollonios de Perga. Là, ces noms, en fait, on est dans la deuxième partie du IIIe siècle, ce sont des noms de géographes, des géomètres, d'astronomes, de savants, de scientifiques, qui là, véritablement, en quelque sorte, ont mis la main sur la bibliothèque. Et puis au IIe siècle, Aristophane de Byzance, Apollonios, Aristarque de Samothrace, là, on a affaire à des grammairiens. Bon. Alors, ce sont des savants qui, évidemment, ont marqué profondément toute la culture hellénistique, et qui, dans leur œuvre, ont fait preuve justement d'un encyclopédisme tout à fait, je dirais, exemplaire. Voilà par exemple Ératosthène de Cyrène. Là, je n'ai pris qu'un échantillon de ses ouvrages connus. Sur la comédie ancienne, donc un ouvrage de critique littéraire. Chronographie, c'est une sorte de synthèse en fait chronologique. Sur le bien, donc un ouvrage de philosophie morale. Sur les moyennes proportionnelles, sur la duplication du cube, donc là on est dans la géométrie, dans l'arithmétique, etc. La mesure de la Terre, la géographie, là, c'est ce qui l'a rendu le plus célèbre, en fait son travail de géographe. Mais on pourrait dire la même chose pour la plupart, c'est également quelqu'un qui a écrit de la poésie, on pourrait dire la même chose pour la plupart en fait de ces savants, ce sont des gens qui sont vraiment dans, je dirais, dans une dimension très polymatique, c'est tous les savoirs évidemment, tous les types d'écrits qui sont pris en compte par ces savants. Alors qu'est-ce que l'on peut dire en quelque sorte comme bilan? Vous voyez bien la dimension panhellénique, dimension panhellénique de la bibliothèque avec l'origine en fait de ces savants qui viennent de l'ensemble du monde grec. La dimension donc encyclopédique, sont tous les savoirs en fait qui sont concernés par la bibliothèque. Évidemment l'excellence, mais en même temps vous comprenez bien que tout cela va de pair, c'est-à-dire que si ces gens sont connus, c'est précisément parce qu'ils ont travaillé à la bibliothèque. C'est-à-dire que ceux que l'on connaît le mieux, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la bibliothèque. Parce que précisément, Alexandrie, effectivement, au IIIe siècle, est devenue la capitale culturelle, scientifique du monde grec. Et donc c'est là que véritablement la recherche se faisait. Donc recherche en géographie, recherche en astronomie, recherche en mathématiques, recherche en médecine. C'est là que les premières en fait, opérations de dissection, de vivisection donc, étaient pratiquées dans le monde grec, et donc évidemment avec des progrès très importants pour la médecine, ou bien encore des progrès techniques. Vous avez aussi affaire à des mécaniciens et des techniciens. Je n'ai pas mis le nom sur la diapositive, mais vous avez Héron d'Alexandrie. Héron d'Alexandrie, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit un traité, et dans ce traité, vous avez la description de la première machine à vapeur. Une description de machine à vapeur, donc inventée par les Grecs, mais qui n'a pas eu de postérité pour une raison très simple, tout simplement économique, c'est qu'il faut quand même évidemment des combustibles pour une machine à vapeur, et pour tout ce qui est charbon ou simplement bois, en fait, la Méditerranée ne correspondait pas, en fait, je dirais, ne pouvait pas fournir donc, ce qui était nécessaire. L'esclavage était beaucoup plus, je dirais, économique que la machine à vapeur. Alors, voilà pour en quelque sorte une présentation générale de cette bibliothèque. Maintenant, donc, ce nouveau rapport à l'écrit et au savoir. En vérité, donc, une révolution qui va être associée au monde des bibliothèques, alors pas simplement à la bibliothèque d'Alexandrie, mais aux bibliothèques en fait, hellénistiques de manière générale. Qu'est-ce que l'on sait donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur le contenu de la bibliothèque? On nous parle donc dès le IIIe siècle de 200 000 volumes, et puis donc en général on parle de 500 000 volumes. Ce sont les chiffres qui reviennent donc généralement. Bon, ça témoigne en tout cas que dans ce monde grec, il y a un très grand nombre de livres qui circulaient, qu'on pouvait se procurer, etc., etc. Ces livres, enfin les ouvrages de manière générale, étaient bien sûr, l'écrit pouvait disposer de supports variés. Là vous avez ici donc une tablette en bois donc recouverte de cire qui servait, je dirais, au quotidien. On pouvait recopier bien sûr des textes sur de la peau animale, ce qui va donner le parchemin. On pouvait recopier bien sûr sur la pierre. On a même des ouvrages de philosophie qui ont été gravés sur la pierre, je dirais des milliers de mots gravés sur la pierre pour qu'un ouvrage, en quelque sorte, reste pour la postérité. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de livres, lorsqu'on parle de 500 000 volumes, avant tout, donc, on pense au rouleau de papyrus. Un rouleau de papyrus, donc le syncoléma, le tokos en grec, le volumen, donc en latin. Donc des feuilles de papyrus qui sont collées donc, les unes donc, après les autres, généralement une vingtaine, mais la longueur peut être très variable, avec donc une longueur moyenne qui peut contenir donc,
à une tragédie, par exemple, donc d'époque classique, qui peut contenir donc un dialogue de Platon, qui peut contenir un ou plusieurs chants de l'Iliade et de l'Odyssée, etc. Donc des feuilles de papyrus qu'on enroule autour de bâtons. Et oui, donc le texte est comme cela disposé en colonnes. Et c'est le principe de la scriptio continua, c'est-à-dire qu'on a en fait un texte qui est écrit donc en majuscules, avec des lettres majuscules, sans séparation entre les mots. Tout cela en fait ne pose pas de problème. Pour les inscriptions, vous avez ici une inscription à côté en parallèle. Tout cela, donc la scriptio continua, donc l'écriture continue, sans séparation donc entre les mots. Tout cela en fait c'est donc je dirais donc le dispositif habituel donc des textes que l'on a pour l'époque classique et l'époque hellénistique. Alors évidemment, l'inconvénient du papyrus, c'est sa fragilité. Évidemment, c'est un matériau qui donc, peut se rompre très facilement. Il faut le recopier continuellement. Il y a donc des copies qui circulent dans l'ensemble du monde grec. Et ce sont donc ces copies, ou les originaux, bien sûr, si possible, que donc, les Alexandrins vont chercher donc, en fait, à se procurer, que le pouvoir royal d'Alexandrie va donc chercher donc, à se procurer par tous les moyens possibles, par toutes les dépenses. Alors, il y a toute une série d'anecdotes qui courent justement sur les moyens plus ou moins honnêtes qui ont été en fait choisis par donc, le pouvoir pour se procurer. On nous dit par exemple que dès qu'un bateau en fait a arrivé à Alexandrie, accosté, en fait, on perquisitionnait en quelque sorte le bateau pour récupérer tous les ouvrages qui étaient à l'intérieur. Et si il y avait un ouvrage rare, on le recopiait, on gardait en fait l'ouvrage qu'on avait trouvé dans le bateau et on rendait la copie en fait donc au propriétaire. Bon, il y a toute une série d'anecdotes de ce genre. Et moi, ce qui m'intéresse ici avant tout en fait dans cette seconde partie, c'est comment est-ce que évidemment une bibliothèque modifie le rapport qu'on entretient précisément avec un livre, avec l'écrit. Alors, de ce point de vue, il faut encore une fois le souligner, c'est toutes les bibliothèques évidemment qui ont joué un rôle, mais la bibliothèque d'Alexandrie, par la masse évidemment d'ouvrages qui a été entreposés et par évidemment la grande quantité de savants en plus, donc évidemment très réputés, qui ont travaillé, a joué un rôle très important dans cette évolution. Donc, très concrètement, donc, dans une bibliothèque, il faut inventorier donc, les ouvrages, il faut donc les identifier, il faut donc les classer, il faut les référencer, et c'est ce travail donc, qui va être fait dans le cadre de la bibliothèque. On le voit donc décrit donc, dans nos sources, et puis évidemment avec les papyrus qui ont été retrouvés donc, en fait, donc, en Égypte. Ces papyrus vont être numérotés, ils vont être accompagnés donc, d'indications. Indications sur l'auteur, sur le titre, donc généralement l'incipit, c'est-à-dire donc les premiers mots en fait, donc de l'ouvrage, sur le contenu, avec parfois donc la rédaction de résumés ou la rédaction de tables de matière donc des ouvrages, des indications également sur le nombre de lignes en fait, dont dispose donc chaque papyrus. Alors nombre de lignes pour vérifier d'ailleurs donc la qualité de la copie, mais aussi pour payer aussi le copiste, donc évidemment payer donc à la ligne. Des indications donc sur la région d'origine de l'exemplaire pour qu'on puisse reconstituer l'histoire en quelque sorte du papyrus. Également des indications qui peuvent être données par le copiste lui-même sur la qualité du papyrus, etc., etc. Les indications essentielles pouvaient se retrouver sur une étiquette collée sur le papyrus, c'est ce qu'on appelle le syllubos, ou bien donc se retrouver à la fin du papyrus, donc là où en quelque sorte on pouvait avoir toutes les indications sur le papyrus qui était conservé. Bon, l'idée évidemment là qui est importante, c'est qu'une bibliothèque ne se contente pas de conserver des livres, elle va les modifier, elle va influer sur leur forme, sur leur présentation. Et puis il va falloir les classer. Il va falloir les classer. Alors là, on peut citer un travail donc, qui est attribué donc, à Callimaque de Cyrène. Donc là, encore une fois, l'un des principaux poètes donc, du IIIe siècle, qui a donc vécu à la cour donc, du roi donc, Ptolémée, et auquel donc, est attribué donc, l'écriture de ce qu'on appelle donc, les pinakès, les tables, vous avez ça sur la diapositive, de ceux qui se sont distingués dans toutes les disciplines du savoir et de leurs écrits en 120 livres, en 120 volumes. C'est-à-dire qu'il a écrit donc, une sorte de catalogue en 120 volumes, déjà simplement le catalogue. Alors on a cru à un moment que c'était le catalogue de l'ensemble de la bibliothèque, mais vous voyez bien le titre intégral en fait, de son travail, en fait c'est avant tout en même temps une sélection en fait, des meilleurs ouvrages, de ceux qui des meilleurs auteurs, de ceux qui se sont distingués en fait,
dans le cadre donc de ce monde grec. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il a classé par genre ces auteurs, et ensuite donc, le classement était, donc on nous parle de classement chronologique ou de classement alphabétique. Et chaque auteur était donc accompagné d'une petite notice qui le présentait et qui présentait donc son œuvre. Alors, on sait qu'il a distingué par exemple les catégories suivantes: la rhétorique, la poésie lyrique, la poésie tragique, la poésie comique, la philosophie, l'histoire, la médecine, etc. Bon. Et il est probable que ce mode de classement donc, qui avait été retenu par Callimaque est en fait le mode de classement dans la bibliothèque. Mais encore une fois, cela dit, ne me demandez pas comment est-ce que donc, ces papyrus étaient rangés dans la bibliothèque, personne ne le sait. Comment est-ce que tout cela était ensuite dans la bibliothèque disposé. Bon. Alors, ici, évidemment, encore une fois, ce travail, ce n'est pas un travail neutre. Catégoriser un auteur, c'est déjà en fait porter un jugement sur cet auteur. Vous voyez, par exemple, dans une scolie, on nous dit Callimaque, donc une scolie, un commentaire qu'on trouve en marge, donc justement des manuscrits, Callimaque catalogue à tort Prodicos parmi les rhéteurs, car il est clair qu'il est un philosophe. Prodicos est un auteur du 5e siècle, Prodicos de Chéos, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un sophiste. Un sophiste en reprenant justement par exemple, le terme qui est utilisé par Platon, c'est-à-dire qu'en fait, on le classe nous aussi quelque part dans la catégorie des rhéteurs, et non pas des philosophes. Vous voyez, dire que de quelqu'un qu'il est un rhéteur et non pas un philosophe, ou un sophiste et non pas un philosophe, ça change évidemment le regard qu'on va avoir sur ces auteurs. Bon, dans ce classement, il y a aussi l'attribution des œuvres à des auteurs. Et vous savez qu'on va évidemment, alors encore une fois, ce n'est pas simplement le travail d'Alexandrie, mais c'est le travail bibliothécaire, d'attribuer en fait des ouvrages plus ou moins datés en fait à un seul auteur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la collection hippocratique par exemple. On va attribuer à Hippocrate, de Cos, en fait l'ensemble des traités médicaux qui ont été écrits et donc fin 5e, début 4e siècle. On va attribuer à un poète Théognis qui aurait vécu au 6e siècle, à Mégare, tout un ensemble de poésies, de poèmes, qui en fait aujourd'hui sont datés entre la fin du 7e et le début du 5e siècle. Bon, là encore, tout ce travail de classement, d'attribution va jouer un rôle important dans l'histoire de ces textes et dans la transmission de ces textes. Alors toujours dans ce travail, encore une fois, qui est un travail dans la durée, progressif, il y a donc une sélection, et en fait, je dirais une canonisation, en quelque sorte, l'établissement des modèles. On va faire des listes des auteurs les plus importants dans les différentes catégories. Ce qu'on appelle donc les canons, le terme grec, donc les modèles, les exemples donc essentiels. Encore une fois, ces canons ne sont pas tous dus à la bibliothèque d'Alexandrie, mais la bibliothèque d'Alexandrie va jouer un rôle important dans la transmission, voire dans l'élaboration de ces canons. Donc les meilleurs poètes lyriques, les 3 poètes tragiques grecs, les 10 orateurs attiques. Vous voyez bien qu'en même temps, en établissant ces listes canoniques, eh bien, en même temps, on fixe dans le temps, en quelque sorte, les modèles de la culture grecque, évidemment. Donc, pour l'éternité, la tragédie grecque, c'est Échille, Sophocle, Euripide, donc des auteurs du 5e siècle. Et ce sont ces auteurs, ce sont ces œuvres considérées comme les meilleures, qui vont être, par excellence, recopiées, éditées, commentées, donc évidemment transmises par la bibliothèque d'Alexandrie. Quels étaient les critères ? Bon, des critères en fait de notoriété, d'intérêt des textes, mais avant tout on peut dire que le critère principal ce sont les qualités esthétiques, en fait, la qualité de langue en fait, des auteurs en question. Alors vous voyez bien que ici, progressivement ce que l'on voit en fait très clairement, c'est que ces bibliothécaires, évidemment, ce qu'on leur demandait c'est une expertise. Une expertise donc sur les écrits qui sont donc conservés dans les bibliothèques. Et donc ces bibliothécaires, on va donc les qualifier donc dès le IIIe siècle de kritikos, de grammatikos, kritikos, grammatikos, deux termes assez équivalents, celui qui désigne donc celui qui s'occupe de l'étude, de la critique des textes anciens. Il s'agit donc évidemment d'étudier ces textes pour en juger donc de la valeur, donc de l'importance. Avec par exemple, donc dès le début du IIIe siècle, Philitas de Kos, donc, qui fait partie donc, justement de ces kritikoi, et qui est un poète, mais qui écrit donc un ouvrage, donc Ataktoi, un glossai. Si vous voulez, si je traduis les mots en vrac, c'est un dictionnaire en fait de mots rares, de mots techniques qu'il a recensés dans les livres qu'il a lus, et donc pour expliquer en quelque sorte au lecteur à venir en fait le sens de ces mots. Vous voyez que quelque part, ce qu'on attend des bibliothécaires, c'est des commentaires,
la composition d'anthologies, la composition donc, de dictionnaires, en fait, pour faciliter la lecture des ouvrages. C'est-à-dire que désormais, la compréhension des ouvrages passe également par l'intermédiaire, évidemment, de ces bibliothécaires. Désormais, on écrit des livres sur les livres. On écrit des livres sur les livres. Alors, j'aurais beaucoup à dire sur tout cela, etc., mais vous comprenez bien qu'évidemment, rôle majeur de la Bibliothèque d'Alexandrie également, c'est le rôle d'édition. Un rôle d'édition, c'est qu'évidemment, la Bibliothèque d'Alexandrie va comme cela rassembler tout un ensemble de papyrus avec différentes copies des mêmes textes. On va comparer ces textes et à partir de ces comparaisons, on va en quelque sorte choisir la meilleure version. La version qui est supposée en fait la plus proche de l'original, qu'on va considérer comme la version authentique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie des textes grecs que l'on lit, ce sont les textes qui ont été élaborés par la bibliothèque d'Alexandrie en fonction des goûts, des jugements portés par les bibliothécaires d'Alexandrie. Vous voyez bien que tout ce que je suis en train de décrire, entre ce 4e, 3e siècle, 2e siècle, c'est le passage dans le monde grec d'une culture orale à une culture écrite. Le passage d'une culture orale à une culture écrite qui fonctionne évidemment autour de la bibliothèque. C'est le livre qui désormais donc, devient le support du savoir. Faire de la recherche, désormais, c'est étudier des livres et en conséquence, donc, publier de nouveaux livres sur les livres. Publier de nouveaux livres sur les livres et donc pour en faciliter la lecture ou en faire des synthèses. Le texte vrai, désormais, c'est le texte écrit. Et donc, le comprendre passe par la médiation donc, d'interprètes, donc de l'herméneutique en quelque sorte. Alors tout le monde n'était pas d'accord avec ça, bien sûr, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et voilà ce qu'écrit Polybe, donc historien du IIe siècle. La médecine est un art qui repose sur l'imposture et le mensonge. Et issu principalement d'Alexandrie et de l'école des médecins qu'on appelle hérophiliens et calimachiens, le courant dogmatique, logikos, a su s'imposer au sein, donc sur les écrits, a su s'imposer au sein de la médecine par ses prétentions et ses écrits, de telle sorte que nul autre qu'eux n'est regardé comme habile. Ces médecins sont semblables à des pilotes qui se fonderaient sur des livres pour gouverner un bateau. Lecteurs assidus dans les bibliothèques, ils compilent les anciens traités, et dès qu'ils se croient suffisamment pourvus, ils se mettent à l'œuvre. Voilà. Alors, la culture écrite, on a besoin de livres, en quelque sorte, pour avoir des connaissances. Alors qu'évidemment, ce n'était pas le cas auparavant. Alors, le contexte de tout cela, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le contexte d'un royaume, où la bibliothèque est une institution au sein du royaume, et ce royaume, pour le comprendre, en vérité, il faut reprendre le modèle colonial. C'est une colonie, en fait, qui s'est mise en place, donc, où les dominants, ce sont les Gréco-Macédoniens, et les dominés sont les Égyptiens. Qu'est-ce qui fait la séparation entre les dominants et les dominances et les dominés? C'est la maîtrise de la culture grecque, justement. Et en quelque sorte, c'est par la connaissance de la culture grecque que, évidemment, donc, la domination s'exerce sur les Égyptiens. En quelque sorte, la culture grecque est l'un des outils de cette domination coloniale. Et c'est cela aussi, en quelque sorte, ce qui se fait, en fait, dans le cadre de ce royaume, en fait, donc l'Agide, c'est que l'hellénisme, l'hellénité, le fait d'être dominant, se définit donc par la maîtrise d'un ensemble de textes fondateurs, donc considérés, donc qui sont transmis par écrit et qui sont considérés comme justement donc appropriés à la classe dominante, donc de la société lagide. Un être grec, c'est lire et apprécier Homère, Sophocle, etc., etc. Il y a une ambition évidemment identitaire très forte. Alors, en 5 minutes. Parce que j'ai déjà épuisé mon temps de parole, la destruction des cultures. Bon, il est bien évident que ce n'est pas un incendie qui va détruire la culture grecque, heureusement elle est quand même plus solide que ça. Il y avait d'autres bibliothèques. Vous savez que la grande rivale d'Alexandrie, c'est Pergame, qui est plus tardive, mais bon, qui va se développer donc, à partir du Xe siècle. Il y avait une rivalité entre Pergame et Alexandrie, là aussi qui a fait... il y a beaucoup de textes là-dessus, avec, vous savez, par exemple, des faussaires. Il y avait un marché du livre. Et donc, il y avait des faussaires qui fabriquaient des fausses copies et qui les vendaient très cher. Donc, des faux livres qui circulaient, etc. Et puis, vous savez donc qu'Alexandrie a interdit l'exportation de papyrus pour empêcher, dit-on, donc, le développement de Pergame, d'où, évidemment, le développement des parchemins, etc., etc. Bon, il y avait des bibliothèques dans tous les palais royaux. Et donc, ces bibliothèques ont connu des histoires, chacune qui a été appropriée donc, en fait, à l'histoire des royaumes en question. Voilà les 4 dates qui sont retenues habituellement comme les 4 dates qu'on donne pour la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, en 48-47 avant Jésus-Christ, c'est l'incendie provoqué donc, supposément par Jules César. Bon.
270 après Jésus-Christ, on nous parle d'un nouvel incendie. Et puis en 391, c'est la destruction donc, du sanctuaire de Sérapis, où il y avait également une extension de la bibliothèque, et puis la fermeture de la bibliothèque à l'initiative de l'évêque Théophile, donc là ce sont les chrétiens. Et puis 641-642, c'est la conquête arabe de l'Égypte, et donc la destruction de la bibliothèque. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelque sorte, vous avez là les trois causes retenues habituellement comme les causes de destruction de la culture grecque dans son ensemble. Première cause, les Romains. Les Romains qui ont pillé, qui ont détruit donc, en fait, tout ce qui faisait la beauté du monde grec. Et bon, les pillages évidemment des bibliothèques par les Romains, ça c'est très connu. Lorsqu'ils arrivent à Athènes, on commence par piller les bibliothèques, etc. etc. Deuxième cause, le christianisme, donc la lutte contre le paganisme. Et puis troisième cause, donc les Arabes, qui sont en quelque sorte l'équivalent des invasions barbares en Occident. Du côté oriental sont les Arabes, avec donc la conquête musulmane, et puis de l'autre côté, donc, les invasions barbares. Alors tout ça, évidemment, est en grande partie faux, parce qu'on sait très bien qu'en vérité, les Romains, même les chrétiens, ou donc évidemment les Arabes, on sait très bien qu'eux-mêmes se sont inscrits également dans la continuité d'une très grande partie de la culture grecque. En vérité, en fait, cette histoire de disparition d'une grande partie, en fait, évidemment, des ouvrages grecs, c'est l'histoire des supports. Quels sont les supports de l'écrit? Il y a une révolution, il y a des révolutions majeures entre le 2e avant Jésus-Christ et le 3e après Jésus-Christ. C'est le passage progressif du papyrus au parchemin et du volumen, donc du rouleau de papyrus au codex, donc au livre, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon. Le codex, en fait, s'impose progressivement comme le nouveau support de l'écriture. Ça veut dire que concrètement, puisqu'on change de support, il va falloir recopier. On ne va pas recopier, on va faire une sélection. On va recopier les textes qui servent à l'école, donc là encore les textes canoniques. On va recopier les textes qui sont au goût donc, de l'époque, donc époque hellénistique ou époque romaine ensuite, les textes qui sont appréciés, etc. On va recopier les anthologies. On va recopier les textes évidemment qui ont un sens, par exemple, je dirais, pour les nouvelles populations, par exemple, d'un point de vue religieux. Mais tout le reste va disparaître. Tout le reste va disparaître. Donc évidemment, vous aviez évidemment plusieurs dizaines de tragédies qui étaient attribuées donc, à Échille ou à Sophocle, etc. Un codex, c'est 7 tragédies. Un codex peut contenir 7 tragédies. Combien est-ce que de tragédies de Sophocle et d'Échille on connaît aujourd'hui? 7. Parce que c'est le codex, en fait, donc, de l'anthologie, en quelque sorte, qui a été donc, des meilleures pièces de tragédie de Sophocle et d'Échille qui a été conservée. Donc l'importance des supports, donc, évidemment, dans l'histoire de l'écrit. Donc à l'arrivée, si on fait évidemment un petit bilan, il est évident qu'une grande partie des textes ont été perdus. Un exemple très très intéressant, c'est Athénée de Naucratis, parce que lui, donc, il écrit, donc, vous voyez, donc, début du IIIe siècle, et lui a encore à sa disposition des centaines d'auteurs, évidemment, des centaines d'ouvrages. Et il en cite comme ça donc, des centaines. Eh bien, de tout ce qu'il cite, nous, aujourd'hui, on en connaît 6%. 6% en fait, de ce qu'il cite est à notre disposition aujourd'hui. Ça prouve bien en fait ce qui a été perdu donc, dans le cadre donc, de cette histoire. On a conservé à peu près 2-3% des œuvres écrites par les historiens antiques, et puis sur les 780 noms d'auteurs latins qui nous sont parvenus, nous avons les œuvres complètes de 40 d'entre eux, incomplètes de 100 autres, et pour les 640 autres, donc des fragments ou juste donc, leurs noms. Alors simplement pour conclure, dire que, vous voyez en fait, évidemment, cette histoire de la bibliothèque, c'est l'histoire de la transmission des sources, et c'est en fait, évidemment, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire l'histoire. On peut écrire l'histoire, en fait, simplement, vous savez, c'est l'histoire du lampadaire, on va simplement où il y a de la lumière. Et donc c'est là les sources qui nous ont été transmises, avant tout, ce sont les sources qui sont en provenance d'Athènes, et les sources qui sont passées en grande partie par la bibliothèque d'Alexandrie. Et par exemple, tout ce qui a été perdu, c'est par exemple tous les écrits orientaux. Ça, tout ce qui a été en fait d'origine orientale, donc qui avait été traduit en grec supposément, à part la Septante, tout ça, ça a été perdu. C'est pour cela que par exemple, pour l'époque classique, Athènes évidemment joue un rôle très très important dans notre vision du monde grec. En fait, évidemment, connaître le monde grec à l'époque classique, c'est avant tout le connaître par l'intermédiaire, par le prisme athénien. Voilà, bien, je vous remercie pour votre attention. Désolé d'avoir été un peu long donc, pour ma présentation, ma conférence. Voilà, merci à tous.